tous, merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. C'est le morning, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end, mais il nous attend une actualité chargée ce matin encore. Et je dis bonjour à mes deux premiers invités, Daniel Haïk, consultant i24 News pour les questions de société israélienne. Merci d'être avec nous. Maurice Fergan, rédacteur en chef i24 News. Merci d'être avec nous et on commence par le premier sujet qui nous intéresse ce matin. C'est évidemment l'escalade de violence entre Israël et la bande de Gaza. Le djihad islamique a annoncé hier unilatéralement un cessez-le-feu. Pourtant, les tirs ont continué sur le sud d'Israël et Tsahal a riposté cette nuit. Rappel en images, on en parle juste après. Un semblant de calme. Au lendemain d'une escalade de violence entre les groupes armés de Gaza et l'armée israélienne, le djihad islamique a annoncé qu'il respectera une trêve sous médiation égyptienne. Du côté israélien, on ne reconnaît pas l'existence d'un cessez-le-feu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rappelé à ceux qui visent Israël que la réaction de Tsahal sera rude. Plus de 60 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza depuis ce mercredi. Tsahal a riposté pendant la nuit avec plus d'une trentaine de raids aériens. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui recevait le Premier ministre britannique David Cameron à Bethléem ce jeudi, a condamné les violences. Les forces de l'occupation israélienne ont récemment tué de sang-froid 3 Palestiniens en Cisjordanie et 3 autres à Gaza. Nous n'avons entendu aucune condamnation de ces actes de la part du gouvernement israélien. Hier, il y a eu des tirs de roquettes depuis Gaza et Israël a riposté. Nous condamnons toute offensive et escalade militaire sous toutes leurs formes, y compris les tirs de roquettes. David Cameron lui aussi en a profité pour s'exprimer. Nous voulons voir une solution de 2 États. Un État palestinien souverain, viable et indépendant, basé sur les frontières de 1967, après un échange de territoires accepté mutuellement, aux côtés d'un État d'Israël sécurisé. Et Jérusalem, ville sainte des 3 plus grandes religions au monde, doit être la capitale partagée par les 2 camps. Et Gaza, une partie fondamentale de l'État palestinien. Nous ne devons pas laisser ceux qui tiennent à saper le processus de paix à coups de roquettes depuis Gaza réussir. Comme Cameron, de nombreux représentants de la communauté internationale, dont la France et les États-Unis, ont condamné les tirs de roquettes. Alors où on en est, Daniel? Trêve ou pas trêve? Écoutez, on s'achemine vers une trêve parce que personne n'a intérêt à ce que l'escalade de la violence se poursuive. Il faut essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Effectivement, le djihad islamique qui est dominant dans ce round a affirmé que finalement il a voulu riposter à la mort de 3 Palestiniens qui avaient été éliminés par les forces de Tsahal ce mardi. En fait, il y a derrière cela quelque chose de plus. Il faut rappeler qu'on est une semaine après l'arraisonnement du cargo Klossé qui détenait des armes qui étaient destinées justement soit au Hamas, soit au djihad islamique. Et là, quelque part, il est quasiment certain que l'Iran a voulu montrer par le biais de son bras avancé, qui est le djihad islamique aujourd'hui, qu'il ne pouvait pas accepter. C'était une manière pour l'Iran de riposter sur le devant de la scène, de montrer que finalement, même si les Israéliens ont voulu montrer le véritable visage de l'Iran, comme ils l'ont fait cette semaine, médiatiquement parlant, eh bien l'Iran a voulu montrer que finalement, elle restait présente sur le devant de la scène et qu'elle était capable de déstabiliser la région et de créer une nouvelle tension. Vous êtes d'accord avec ça, Maurice? Plusieurs hypothèses sur le pourquoi maintenant de ce nouveau round. C'est le raisonnement du Klossé pour vous aussi? Pas seulement. Je ne pense pas qu'une opération de cette ampleur, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 140 roquettes, ait pu être programmée en quelques jours. C'est quelque chose qui a dû être préparé bien avant. Deuxièmement, je pense que, selon certains journaux d'ailleurs le confirment, que le Hamas a laissé les mains libres au djihad pour lancer cette opération. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait en fonction du temps et de la météo. Pourquoi le Hamas laisse faire? Parce que peut-être que ça l'arrange de lancer un message à Israël en disant attention, l'affaire n'est pas finie, vous avez clamé victoire avec le Klossé, mais regardez, nous sommes toujours là et nous avons toujours un potentiel. Et ça l'arrange aussi surtout de se rapprocher de l'Iran. Le Hamas est dans une situation économique périlleuse. Il ne reçoit plus les subventions massives qu'il recevait de l'Iran de par sa position dans le conflit avec la Syrie. Et il est isolé aussi, et c'est une donnée incontournable aujourd'hui, par rapport à l'Égypte. L'Égypte qui, le nouveau régime d'Al-Sisi
aussi est absolument anti-Hamas. Il fait tout pour saper le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, il y a une volonté du Hamas, si le Hamas a donné son feu vert tacite au djihad islamique d'attaquer, eh bien, il y a là une volonté du Hamas d'essayer de se rapprocher de son ancien bienfaiteur iranien. Alors parlons-en de l'Égypte. Il est de tradition dans la région que l'Égypte joue les médiateurs entre Israël et les terroristes de Gaza à chaque fois qu'une trêve est à l'ordre du jour. Est-ce que ça a été le cas cette fois également ? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a dit. Mais je crois qu'au-delà du rôle de médiateur de l'Égypte, il y a deux choses. Il y a d'abord ce rôle de médiateur, quoique je ne sais pas quelles sont les relations réelles des nouvelles autorités égyptiennes avec le Hamas, qui sont très tendues, puisque le Hamas, c'est aussi les frères musulmans, et qu'aujourd'hui, les frères musulmans ne sont plus en odeur de sainteté. Mais ce qu'il faut voir, c'est le factuel. On nous annonce que l'Égypte a détruit près de 1200 tunnels qui reliaient la bande de Gaza à l'Égypte. Ça veut dire que ce régime égyptien manie à la fois le bâton et la carotte. C'est-à-dire qu'il est capable de parler avec le djihad pour obtenir une trêve, mais aussi porte des coups permanents aux organisations terroristes dans la bande de Gaza. Vous savez, la situation du Hamas est très précaire aujourd'hui et paradoxalement, je dirais quelque chose qui peut surprendre, c'est que l'allié ou l'ami, en tout cas, entre guillemets, le plus solide du Hamas aujourd'hui, eh bien, c'est l'État d'Israël, paradoxalement. C'est l'État d'Israël qui laisse rentrer des denrées alimentaires, des denrées, même du béton pour permettre la construction de Gaza. Et le Hamas n'a pas intérêt à ce qu'une escalade de la violence mette fin à cette situation. Il est dans une situation périlleuse. Sa population est appauvri en permanence, il n'a pas intérêt. Et donc c'est pour cela que je pense... On se rapproche de l'accalmie, est-ce qu'on peut le dire ce matin ? On se rapproche d'une accalmie. Vous êtes d'accord ? Moi, je voudrais les quelques tirs sporadiques, c'est normal, ça arrive souvent. C'est normal, ça arrive. C'est un peu comme la météo, je vais vous dire. C'est intéressant parce que les journaux, vous parlez de Israël Hayom ou de Yediot Ahronot, traitent tous de Purim tendu, la fête de Purim très tendue parce qu'on a des requêtes. Mais je crois que la météo a beaucoup plus porté atteinte à cette fête de Purim que les requêtes. C'est normal, on a encore quelques gouttes de pluie, on a encore quelques requêtes qui tombent. Et puis une dernière précision, il faut rappeler justement, c'est-à-dire ces 60 tirs ou ces 130 tirs de missiles n'ont quasiment causé aucun dégât, pas de pertes, pas de blessés. On peut en être satisfait du côté israélien, mais c'est aussi la preuve que le djihad islamique ne dispose pas de missiles extrêmement performants. Et que ces missiles qui étaient performants, qui étaient dans le cargo, eh bien, ils ne sont pas encore arrivés dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, le Hamas et le djihad n'ont pas les moyens d'attaquer. Sur le plan des pertes, il faut aussi souligner qu'il y a eu très peu de pertes aussi côté palestinien. 7 morts. Je crois que Tzahal a fait attention dans sa riposte. Les deux côtés font preuve de retenue de frapper dans des cibles qui étaient déjà prévenues et les gens ont évacué, de manière à ne pas provoquer une escalade. Tout de même, pour finir, il faut dire que les Israéliens sont habitués à ce genre de scénario. Tous les quelques mois, un nouveau round de violence entre Israël et la bande de Gaza. Pour conclure, est-ce que c'est une situation viable sur le long terme pour Israël pour les 10, 15, 20 prochaines années ? Et vous savez, la situation a toujours été très tendue. Même, je disais hier soir ici, que la situation économique du sud du pays n'est pas conditionnée par la tension qui règne dans la bande de Gaza. Ce sont surtout les villages du pourtour de Gaza, des villes comme Sderot qui sont touchées. Mais je crois que quelque part, on s'est habitué. Il y a un certain changement. On s'est habitué. Il y a eu quand même de longs mois d'accalmie et on s'est habitué à ce genre de situation. Les villages sont ces villages de gens idéalistes, de kibbutzim qui ne bougeront pas pour cela. Et ils acceptent cette situation, même si... Non, moi je crois que nous nous sommes séparés de Gaza. Israël a quitté la bande de Gaza, mais Gaza ne s'est pas séparé d'Israël. Il ne nous oublie pas, il nous montre en permanence qu'ils sont là. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils souhaitent. Quelle est la solution ? L'Égypte ne veut pas, Israël non plus, et nous nous retrouvons avec cette épine quelque part qu'il faudra bien un jour régler. Alors restez avec nous, on parle dans un instant diplomatie, processus de paix et John Kerry qui une fois de plus semble perdre patience, mais pour l'heure c'est le rappel des grands titres de cette matinée. Alors on vient de l'évoquer, malgré la trêve annoncée par le djihad islamique, les tirs sur Israël se sont donc poursuivis ces dernières heures. 14 roquettes tirées sur le sud de l'État hébreu depuis l'annonce du cessez-le-feu. L'aviation israélienne a riposté cette nuit en visant plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza.
John Kerry, on va en parler dans un instant, perd patience face à Binyamin Netanyahou pour arriver à la paix. Israël doit abandonner sa demande de reconnaissance comme État juif. C'est devant le Congrès américain que le secrétaire d'État a critiqué cette exigence israélienne qu'il juge inutile et contre-productive. Et puis à 2 jours du référendum en Crimée, la tension se resserre d'un cran. Réunion de la dernière chance aujourd'hui à Londres entre John Kerry et Sergueï Lavrov. Cette nuit, l'ONU se réunissait en urgence alors que dans l'est de l'Ukraine, de nouvelles manifestations ont fait un mort. Alors on vient de le dire, c'est l'un des grands titres également de cette matinée. John Kerry appelle les Israéliens et Binyamin Netanyahou à lâcher du lest. Il veut quoi exactement, le secrétaire d'État américain ? Le secrétaire d'État américain aimerait que Benjamin Netanyahou renonce à son exigence d'obtenir de la part des Palestiniens une reconnaissance du caractère juif de l'État d'Israël. Tout simplement, pas plus ni moins. Il faut dire que hier, Kerry avait déjà laissé entendre que la confiance était au plus bas entre les deux parties et qu'il y avait un obstacle, et ce qu'il a appelé l'obstacle, c'était des revendications à caractère historique collectif qui empêchent de faire progresser les pourparlers. Donc on a eu la réponse dans la nuit. Kerry, devant le Congrès, a expliqué que finalement cette demande d'Israël était totalement improductive. Ils veulent accepter, Binyamin Netanyahou, cette demande ? Écoutez, on parlait de revendication historique. C'est la revendication. D'ailleurs, Binyamin Netanyahou l'a dit lors de sa conférence de presse avec David Cameron. C'est la racine du conflit israélo-palestinien. Le refus par les Palestiniens de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, c'est la racine du conflit. Ce n'est pas les implantations. C'est ce qu'a dit Binyamin Netanyahou il y a 2 jours. Pourquoi ? Parce que quelque part, celui qui comprend le processus d'Oslo au cours des 20 dernières années se rend compte que Israël n'a jamais cessé de faire des concessions territoriales pour essayer de parvenir à un règlement. On est passé de 13% de concessions territoriales par Binyamin Netanyahou au moment des accords de White Plantation en 1998 à 95%, 98%, 100%, une parité totale sur des propositions de concessions. Et à chaque fois, les Palestiniens ont apporté une fin de non-recevoir à ces propositions que l'on qualifie toujours de très généreuse de la part des dirigeants israéliens, que ce soit de gauche, de droite, du centre. C'était pas tout de même finalement, une façon c'est le problème. Netanyahou de faire capoter ces négociations et d'en faire porter la responsabilité aux Palestiniens. Écoutez, on peut effectivement dire cela, mais finalement, le problème, c'est le fond du problème, c'est est-ce que les Palestiniens acceptent une présence juive sur la terre d'Israël ? C'est-à-dire, ne pas se contenter d'accepter l'existence d'un État palestinien comme d'un État israélien, d'un État d'Israël comme cela a été fait au début du processus d'Oslo par Yasser Arafat, mais de reconnaître la présence éternelle, on va dire ad vitam aeternam, d'une entité juive sur la terre d'Israël. Les Palestiniens ne sont pas prêts à le faire pour des raisons religieuses. Cela donne une dimension religieuse au conflit et pas seulement politique, et c'est là le véritable problème. Pourtant, John Kerry dit devant le Congrès hier que cette reconnaissance a été faite de facto déjà à plusieurs reprises par le passé, à commencer par l'ONU en 1947. Exact. Il a raison ? Oui, il a raison. C'est l'argument que je voulais vous retourner, Daniel. Ça a déjà été fait. Kerry l'a dit devant le Congrès. C'est en 1947. En 1947, on a parlé d'un État juif et d'un État arabe. On n'a même pas parlé d'un État palestinien. Mais l'État juif a été reconnu par les 180 pays. En 1988, Yasser Arafat a reconnu l'existence du Jewish State. En 2004, il a réitéré cette affirmation. Alors la question qui se pose, elle n'est pas là. Si c'est déjà reconnu, alors qu'est-ce que ça change que Mahmoud Abbas le fasse une nouvelle fois, si c'est pour faire progresser les pourparlers ? Là, il y a une mauvaise volonté côté palestinien qui est évidente. Peut-être... pas côté israélien, de continuer à l'exiger alors que ça a déjà été fait. Tzachi Hanegbi, quelqu'un qui connaît un peu l'environnement politique et ce qui se passe au sein autour de la table de négociation, a dit ce matin sur la radio publique que finalement le message de Kerry était beaucoup plus dirigé vers les Palestiniens que vers les Israéliens. Ça veut dire que Kerry ne comprend pas l'entêtement de Mahmoud Abbas à refuser, puisqu'il l'a dit lui-même, ça a déjà été fait par les leaders précédents. Alors précisément, Kerry explique toujours devant le Congrès que c'est une carte de négociation avec laquelle jouent les Palestiniens qui, pour l'heure, vous l'avez dit, refusent. Est-ce qu'ils pourraient l'accepter en échange d'autre chose ? Oui. C'est ce qui va se passer ? Je pense qu'il s'agit là d'un marchandage, tout simplement. J'ai du mal à entendre, à imaginer Mahmoud Abbas reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël solennellement. Il pourra se référer en disant « Nous allons reconnaître ce qu'a dit Yasser Arafat en 1998 », mais même ce qu'a dit Yasser Arafat en 1998, c'était tendancieux, c'était légèrement
généralement nuancé, on ne comprenait pas véritablement. Là, il y a une volonté de dire, parce que lorsque les Palestiniens reconnaîtront le caractère juif de l'État d'Israël, eh bien, ça veut dire qu'ils acceptent la présence et ça met fin au conflit définitivement. Et cela, les Palestiniens ne sont pas prêts à le faire pour l'instant. Mais il faut revenir à ce qu'a dit John Kerry hier. John Kerry a parlé de revendications historiques à caractère collectif et il visait effectivement la reconnaissance de l'État d'Israël en tant qu'État juif, mais aussi le renoncement au droit au retour des réfugiés palestiniens. Ça peut être la monnaie d'échange. Si demain Mahmoud Abbas dit écoutez, finalement on renonce au droit au retour, contre un renoncement à cette déclaration, peut-être qu'il y a une clé. On doit s'arrêter là. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. On continuera de parler de ce processus de paix, notamment à partir de lundi. Mahmoud Abbas se rend à Washington. À suivre dans le Morning, comme tous les vendredis, on passe l'actu de la semaine en revue avec les dessins de Michel Kishka. Ce sera juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning en direct depuis Tel Aviv. Je dis bonjour à mes nouveaux invités. Boaz Bismuth, notre éditorialiste. Merci d'être avec nous ce matin. Michel Kishka, merci d'être avec nous comme tous les vendredis pour résumer l'actu de la semaine. Mais on démarre tout de suite par la situation en Ukraine. À 2 jours du référendum en Crimée, eh bien, la tension se resserre. Réunion de la dernière chance aujourd'hui à Londres entre John Kerry et Sergueï Lavrov. Dans l'édito du jour, Boaz Bismuth, vous avez décidé de nous parler du nouvel homme fort donc de la planète, Vladimir Poutine. Oui, j'aimerais bien parler de Poutine, surtout aujourd'hui. Vous savez que c'est pourri, mais là aujourd'hui les enfants en Israël se déguisent. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile dans le sud avec les tirs d'obus, de mortier, et chez nous ici à Tel Aviv avec la pluie, on risque de se mouiller. Mais quand même aujourd'hui, si les mamans ne savent pas comment déguiser leur fils qui veut se déguiser en homme fort, soit en Superman, soit en Batman ou Spider-Man peut-être, alors aujourd'hui ça serait très très facile. Torse nu et un masque de Poutine, et voilà, on est l'homme le plus fort du monde. Alors il faut dire que cet homme vraiment, on peut le regarder avec beaucoup d'admiration. Et pourquoi ? Parce qu'il fonctionne à merveille de façon parfaite, justement sur le plan militaire. On a vu comment de façon très subtile, elle a réussi pratiquement à absorber la Crimée et à rendre aux Russes ce que Khrouchtchev avait offert aux Ukrainiens il y a très longtemps de cela déjà. On parle de l'époque soviétique, on parle de 1954. Mais aujourd'hui aussi sur le plan diplomatique, regardez la façon dont Poutine fonctionne. Alors vous savez très bien qu'aujourd'hui on parle de boycotter les Russes dans le G8 à Sochi. Mais finalement les Russes savent très bien que le monde aujourd'hui, ou surtout l'Ouest, ne peut plus se passer d'eux. Sur le dossier syrien, dossier iranien, on a besoin des Russes, on a besoin de Poutine, surtout un Occident aujourd'hui qui ne veut pas aller en guerre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on découvre ce matin une très belle conversation téléphonique hier entre le président iranien, celui qui sourit, le gentil, Rouhani, et Vladimir Poutine, l'homme fort. Et dans cette discussion téléphonique, les deux hommes décident de se rapprocher. Et si vous voulez, c'est un message des Russes, des Poutine. Eh bien, si vous m'embêtez en Crimée, eh bien, moi, je vous rends ça très très bien en Syrie et bien sûr en Iran sur le dossier nucléaire. Donc l'homme le plus fort aujourd'hui au monde. Alors si vous mettez justement torse nu et ce masque de Poutine, vous n'êtes pas non seulement un homme fort et un fin dirigeant militaire, mais aussi un fin diplomate. Poutine, l'homme qui sait tout faire. Poutine veut gagner en influence au Moyen-Orient. Est-ce que ça va être ça son prochain objectif ? Ben bien sûr, vous savez, au tout début, dans l'affaire du Crimée, Netanyahou aussi, quand on a demandé justement comment Israël réagit à cette crise, je pense que Netanyahou avait répondu à une réponse dans le style « Nous avons bien sûr nos intérêts dans chaque région du monde, mais là, ce n'est pas notre conflit et on n'a rien à dire. » Mais il est évident que dans un monde, justement, dans un monde qui devient de plus en plus petit, que même en Ukraine, lorsqu'on éternue en Ukraine, là aussi, tôt ou tard, il faudra se moucher, sortir les mouchoirs. Et là, justement, vous savez très très bien qu'aujourd'hui, le dossier iranien, qui inquiète peut-être plus que tous les autres dossiers, le Premier ministre israélien, le gouvernement à Jérusalem, est un dossier dans lequel les Russes sont très très influents. Mais nous savons très très bien aussi que l'Occident aujourd'hui ne veut pas entendre parler de guerre. Nous savons aussi aujourd'hui que si en Israël on a peur d'une bombe iranienne, le monde a peur encore plus d'une attaque israélienne. Et donc dans cette formule-là, les Russes sont devenus très très importants et très influents. Et les Russes qui sont là, soi-disant, ou peut-être pas soi-disant, à dire nous pouvons maîtriser les Iraniens, eh bien les Russes disent aujourd'hui au monde, à l'Occident et surtout au président Obama, eh bien là vous nous faites un peu la vie dure en Ukraine, eh bien là en Iran, on lâche tout et on va voir comment vous jouez tout seul et ça va être très très dur. Poutine gagne en influence parce que Obama ne veut plus de ce pouvoir ? C'est deux présidents, deux chefs d'État tellement différents. Un
le président Obama, au moins il est honnête. Il a dit, ça veut dire il a annoncé la couleur dès le départ. Ça va être un président qui va terminer des guerres, pas qui va débuter des crises. Il a dit, je suis là pour terminer la guerre en Irak. Et même en Afghanistan, lorsqu'il devait renforcer les troupes américaines, il a fait vraiment d'une façon avec pas très convaincu. Ça, c'est assez connu. Et là aussi, on voit très bien que pendant une crise comme celle qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, une crise mondiale, on le voit dans des shows aux États-Unis, chez des comédiens, chez des comiques. Franchement, c'est pas le plus beau message du président de la première puissance mondiale aujourd'hui. De l'autre côté, Poutine, lui aussi, il a annoncé la couleur. Lui, il est là pour rétablir la puissance russe. Il est là pour ça. Il est là pour réaliser son rêve euro-asien. Il est là pour ça. Et donc, je veux dire que la couleur a été annoncée. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Et c'est pour ça que dès le départ, on a très bien compris que celui qui va gagner cette bataille en Ukraine, ça va être Poutine. Et en plus, il ne faut pas aussi oublier une autre chose. Ça se passe aussi dans son jardin à lui. Et en plus, celui qui gagne d'habitude ces batailles diplomatiques ou militaires, c'est celui qui en veut plus. Et Poutine, bien sûr, c'est le cas de Poutine. Voilà, on aura l'occasion de reparler évidemment de cette situation, notamment avec ce référendum prévu dimanche. Une question qui n'a rien à voir avec Vladimir Poutine à présent. Est-ce que vous aimez la pêche ? Il aime la pêche par ailleurs. Il aime la pêche, il aime la c'est pêche. vrai. Même la pêche, il aime non, tout. vous n'êtes pas spécialement fan de pêche. Mais ça peut faire partie du costume de Pourrine, avoir une canne à pêche torse nu et canne à pêche. Et canne à pêche, c'est vrai. Alors pourquoi je vous pose la question ? Vous avez sûrement remarqué que sur le port de Jaffa, juste en bas, eh bien, les pêcheurs, ils sont depuis des années, c'est une tradition millénaire, il s'agit surtout d'Arabes israéliens, c'est une tradition donc ancestrale, seulement voilà, la pêche artisanale, on va le voir dans ce reportage, est de plus en plus menacée par la pêche industrielle en haute mer. Maëlle Benoliel a mené enquête pour i24 News. Encore une journée qui commence mal pour Ibrahim et son père. Pour ces pêcheurs de Yafo, de retour au port après une nuit en mer, le poisson, une fois de plus, n'a pas été au rendez-vous. Même un petit poisson, on l'a pas pêché. Depuis des générations maintenant, la pêche constitue l'unique revenu de ces familles de pêcheurs de Yafo. Mais aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de vivre de ce métier. La veille, Ibrahim a pourtant réussi à attirer dans ses filets près de 30 kilos de poissons. C'est rien, ça équivaut à 1200 shekels. Mais déjà, tu enlèves 600 shekels d'essence, qu'est-ce qu'il me reste ? Des poussières. Je suis avec 3 autres pêcheurs que je dois payer aussi. Ça fait 150 shekels par personne. Et encore, des fois, c'est bien pire. Soit l'équivalent d'à peine 30 € par pêcheur pour une nuit de travail en mer. Un manque à gagner évident pour Ibrahim et les autres pêcheurs traditionnels du port de Yafo. En cause notamment ces monstres des mers et leur pêche industrielle. Ces chalutiers, en minorité dans le port, ne respectent pas les lois maritimes internationales en vigueur aussi en Israël. Le non-respect des zones de pêche pour ce type de bateau ainsi que le non-respect de la période de reproduction du poisson contribuent à la raréfaction de cette denrée par surexploitation. Pour Ibrahim, cette situation n'a que trop duré. Le problème, c'est leur technique de pêche. Leurs chaluts draguent le fond des mers et ne laissent rien derrière eux. C'est un bulldozer, tout y passe. Les œufs de poisson, les petits poissons. En plus, 80% de ceux qu'ils prennent, ils le rejettent à la mer sans vie, car les petits poissons ne sont pas bons à manger. Je ne leur en veux pas, j'en veux au gouvernement et au ministère qui ne fait rien pour la pêche. Une situation qui, effectivement, n'a pas l'air d'alerter les pouvoirs publics. Sollicité, le ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire du département de pêche en mer, s'est refusé à tout commentaire. Le porte-parole des pêcheurs du port de Yafo ne comprend pas le manque d'intérêt des autorités. Ils n'ont vraiment rien à faire de nous, vraiment. Nous vivons en fonction de la nature. Nous ne percevons pas de salaire si on ne ramène pas de poissons. Avant, le ministère de l'Agriculture s'arrangeait pour nous aider. C'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup de juifs pêcheurs à l'époque. Aujourd'hui, il ne reste plus que des pêcheurs arabes. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Bien qu'en voie de disparition, Ibrahim le promet. Il fera tout pour préserver son métier. Même si demain il devait ne rester plus que 2 poissons dans la mer, je continuerai de travailler ici. Vous voulez réagir ? Oui, d'abord je suis très sensible à ce qui a été dit et il faut vraiment sauver les pêcheurs de Jaffa. J'ai grandi à l'école, j'étais à l'école ici, à pas très loin de ce studio et ça fait partie de la culture de Jaffa justement, les pêcheurs. Et puis en plus en général sur la pêche, j'ai eu la chance d'être pendant 4 ans ambassadeur dans un pays avec la pêche la plus incroyable au monde, qui est la Mauritanie, 950 km de côte. Et je peux vous dire qu'un des grands problèmes, et il y avait presque une crise diplomatique entre Israël et la Mauritanie, parce que justement les pêcheurs qui ramenaient un peu tout, c'est comme ça aujourd'hui,
aujourd'hui, et l'épouse de l'ambassadeur qui ramenait les poissons et sans qu'il regarde, qui les sortait des filets et qui les ramenait à la mer, à l'eau, et heureusement. Mais c'est pas pour cette raison qu'il n'y a plus de relations diplomatiques aujourd'hui entre nos deux pays. C'est pas à cause de la pêche et c'est et pas. Puis un dernier mot, si vous me permettez aussi, on parle de France et de culture française. Le film Elisa, Depardieu, dans ce port de pêcheurs en Bretagne, et qui n'a pas en lui-même un petit peu ce petit rêve d'être un pêcheur, peut-être même pour une semaine. Et mon succès de pêche à moi, c'est un anchois qui était déjà mort. Voilà. Restez avec nous, Boaz. On va passer en revue l'actualité de la semaine dans un instant avec vous, Michel, pour l'heure, le rappel des grands titres de ce vendredi. Malgré la trêve annoncée par le djihad islamique, les tirs sur Israël se sont poursuivis ces dernières heures. 14 roquettes tirées sur le sud de l'État hébreu depuis l'annonce du cessez-le-feu. L'aviation israélienne a riposté cette nuit en visant plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza. John Kerry semble perdre patience une fois de plus face à Binyamin Netanyahou. Pour arriver à la paix, Israël doit abandonner sa demande de reconnaissance en tant qu'État juif. C'est devant le Congrès américain que le secrétaire d'État a critiqué cette exigence israélienne qu'il juge inutile et contre-productive. Et puis à 2 jours du référendum en Crimée, la tension se serre d'un cran. Réunion de la dernière chance aujourd'hui à Londres entre John Kerry et Sergueï Lavrov. Cette nuit, l'ONU se réunissait en urgence alors que dans l'est de l'Ukraine, de nouvelles manifestations ont fait un mort. Alors Michel, dans l'actu de la semaine, on commence évidemment par cette crise en Crimée. Un référendum est prévu dimanche. Réunion de la dernière chance. On sent que les taux diplomatiques se resserrent. Quel dessin ça vous a inspiré ? D'abord, juste pour appuyer ce que disait Boaz, c'est qu'en plus de tout ce que Boaz a dit et qui est tout à fait juste, c'est que le monde ne peut rien faire. On se rend bien compte qu'à part une conversation où Obama s'énerve pendant 1h30 sur Poutine, et à part l'ONU qui fait comme ça à la Russie, le monde est absolument impuissant et on est devant un Anschluss moderne. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Et quand on a la photo de l'Anschluss, où on voit des Allemands qui enlèvent la barrière de l'Autriche, c'est comme ça qu'ils l'ont envahi. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est incroyable. Et on est au XXIe siècle. Alors moi, j'ai eu l'idée, en fait. C'est un dessin que j'ai vraiment fait en début de semaine. Je considérais que c'était une annexation de facto de la Crimée. Et vu qu'il y a les Jeux paralympiques, alors j'ai dessiné Poutine disant l'Ukraine peut participer aux Jeux paralympiques, je viens de l'amputer de la Crimée. Donc maintenant l'Ukraine est une invalide, il lui manque une partie, elle peut maintenant faire du ski sur une jambe. Et c'est un peu ça que j'ai voulu dire, et c'était l'occasion de le dire, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer, et à part se révolter, on ne peut rien faire. Ouais, là, pour vous aussi, comme pour Boaz, Poutine reste cette figure torse nu. Oui, mais c'est incroyable ce que cet homme est en train de faire. Il fait vraiment ce qu'il veut. Et moi, je pense que sûrement son passé à la tête du KGB a dû l'aider à avoir la trempe qu'il faut pour faire ce qu'il veut. Et il est en train, d'une petite Russie, par rapport à ce qu'était l'URSS, de redonner à un seul pays la puissance de... Il est mégalomane, Poutine ? Je pense que oui. Je pense que oui. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont des grands rêves. Je pense que Erdogan, il veut reconstituer l'Empire ottoman, mais il ne va pas réussir. Je pense qu'Erdogan va tomber. Et Poutine est en train de reconstituer petit à petit l'échiquier de l'URSS. Alors, le grand mystère de la semaine, Michel, c'est évidemment la disparition de ce Boeing d'Air Malaisie. On va voir également le dessin que ça vous a inspiré. Oui, mais vous savez, justement, j'ai fait un jeu de mots. Voilà, il y a la tour de contrôle qui est la tour de contrôle de Malaisie. Les satellites n'ont rien trouvé, les radars n'ont rien détecté, les recherches n'ont rien donné. Reste une solution, les gars, le pilote a eu un malaise. Parce qu'en fait, on ne peut rien dessiner là-dessus pour le moment. Ça fait une semaine qu'on en parle. Ouais. Les spécialistes ont émis toutes les hypothèses possibles et imaginables d'actes terroristes, d'explosions, de on ne sait quoi. La liste des passagers avec des faux passeports, etc. On ne sait toujours rien. Maintenant, il y a vraiment une espèce de guerre psychologique entre les États-Unis et la Chine pour voir qui va trouver les restes de l'avion. Et chaque fois, on a une nouvelle qui, 2 heures après, s'avère être fausse. Mais moi, entre-temps, je suis là. C'est une nouvelle importante. Les yeux du monde sont braqués là-dessus. Et il faut bien dessiner. Alors, même si c'est tragique, il y a 239 passagers. Apparemment, ils sont tous morts. Mais il faut quand même un tout petit peu traiter cela avec le recul d'un dessinateur de presse, et je trouve que malaise et Malaisie, ça va très bien ensemble, et au moins j'aurais marqué le coup. Voilà, c'est un vrai mystère et un vrai malaise qui se poursuit. Absolument. On parle également d'un anniversaire ce matin, le pape François, à la tête de l'Église depuis 1 an. Oui. Vous l'aimez bien, ce pape ? C'est-à-dire, je me suis rendu compte en faisant ce dessin hier que je n'avais jamais autant dessiné un pape de ma vie. C'est vrai ? Que depuis qu'il est en place, parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît tant ?
C'est pas que ça me plaise tant, moi je pense qu'il est en train de redorer un peu l'image de l'Église, quelque part, aux yeux des croyants, aux yeux du monde. C'est peut-être bon pour l'Église, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Et puis c'est vrai que son côté populaire, dans le bon sens du terme populaire, les quelques déclarations importantes qu'il a eues, notamment vis-à-vis du mariage homosexuel, sont des choses qui donnent une autre couleur à l'Église. Et puis voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire iPap, un petit jeu de mots. Et il modernise l'Église avec application. Voilà, il a son iPap et il a 3 fonctions. Il y a Amen, il y a Jésus, il y a God. Et apparemment, Dieu l'aime beaucoup. Et il va réussir à engager des réformes aussi pour rendre ce nouveau style concret. C'est la question. Et hier, j'ai écouté des débats là-dessus. Alors bon, il y a quand même quelques dossiers qu'il a entamés qui sont importants pour plus de tolérance au sein de l'Église. Et je me dis, si ça continue comme ça, il est peut-être temps que le judaïsme prenne l'exemple sur le pape. Allez, on termine, Michel, par la sortie ciné de la semaine. Le film est signé George Clooney, évidemment, on en a beaucoup parlé. Ça s'appelle Monuments Men. Oui, alors voilà, sur les médias français, on parlait de la sortie de ce film à Paris. Donc j'ai vu des interviews de George Clooney. Je trouve que c'est très intéressant qu'il ait choisi ce sujet pour un film. C'est un acteur et un producteur tellement à succès, il peut faire ce qu'il veut. Et il a justement choisi un sujet qui finalement est un peu en rapport avec la spoliation des biens des Juifs pendant la guerre. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de faire ce jeu de mots où il tient un Picasso en main et il dit Picasso what else, évidemment. Intéressant, moi je trouve ce personnage. Pourtant ce n'est ni un très grand acteur, ni un très grand producteur. Il fait des bonnes choses, mais il s'implique. Et pas uniquement là-dedans, il s'implique aussi en Afrique, politiquement. Il a parlé de son père journaliste. Je trouve que c'est intéressant justement quand on a un tel vedettariat et de tels moyens de justement aller s'investir dans des projets comme ça. Alors moi, j'ai pas encore vu le film, et j'irai le voir. Moi, j'ai toujours aimé les films de guerre quand j'étais gosse, alors on verra bien ce que ça donne. Merci beaucoup, Michel Kichka. Merci, Boaz Bismuth, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on parle du Sénégal et d'un JT tout en rap. Ça existe et ça a conquis le public. Toutes les images après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. C'est le morning et on parle à présent de la Syrie. Demain, on marquera les 3 ans de conflit dans le pays. Le 15 mars 2011 démarrait la contestation anti-Assad. Alors 3 ans plus tard, la Syrie est saignée à blanc et rongée par une crise humanitaire inédite. En attendant, Bachar al-Assad est en pleine offensive pour regagner le terrain. Reportage et on en parle juste après. C'était peut-être le seul espoir d'une solution diplomatique au conflit en Syrie. Fin janvier dernier, 2 mois avant que le pays n'entre dans sa 4e année de guerre, les représentants du régime et de l'opposition s'assoient face à face à Genève pour la première fois. Mais à l'issue des réunions, c'est l'impasse. Je suis vraiment désolé et je m'excuse auprès des Syriens. Je suis désolé qu'on les ait si peu aidés. Au même moment, en Syrie, une percée majeure a lieu dans la ville assiégée de Homs. Un cessez-le-feu permet l'évacuation de civils et la distribution de vivres. Au cours de la 3e année de conflit, les combats se sont intensifiés dans presque tout le pays. La rébellion s'est déchirée. Une coalition de rebelles et d'islamistes modérés a tenté une offensive contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Et les divisions dans l'opposition se sont aggravées lorsqu'en février dernier, la coalition nationale syrienne remplace son chef militaire. Les principaux échecs de la coalition d'Istanbul et de l'armée syrienne libre viennent des profondes divisions de l'opposition. Ils n'ont rien en commun entre eux. Bachar al-Assad garde son emprise sur le pouvoir, écrasant les zones contrôlées par les rebelles sous les bombardements. Il reprend la ville de Qousseir avec l'aide du Hezbollah libanais. Après l'attaque à l'arme chimique contre une zone rebelle de la banlieue de Damas en août 2013, les Américains brandissent la menace d'une frappe militaire. Ils feront marche arrière après un accord russo-américain sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Assad ne s'arrête pas là. Début 2014, il fait entendre un avertissement sinistre. Si la Syrie perd cette bataille, cela provoquerait la propagation du chaos dans tout le Moyen-Orient.
Les combats ont fait jusqu'ici 140 000 morts et déplacé plus de la moitié de la population syrienne, selon l'ONU. Rares sont ceux qui croient encore à une paix dans les prochains mois. Voilà pour ce résumé tragique des 3 ans de conflit dans le pays. On en parle avec vous, Fabrice Balange. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un grand spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient. Alors on l'a dit, 3 ans de guerre, 9 millions de déplacés, 140 000 morts. Comment tout cela va s'arrêter ? Tout cela va s'arrêter dans un scénario optimiste, je dirais, dans 2 ans. Si les Occidentaux, l'Arabie Saoudite arrêtent de soutenir la rébellion, parce que ça permettra au régime syrien de l'emporter et donc on limitera le nombre de victimes. Sinon, si ça continue à être le bras de fer entre, je dirais, l'Iran et l'Arabie Saoudite en Syrie, ça peut durer des années. Avec une Syrie tenue par les rebelles qui se déchirent de plus en plus, parce que comme vous l'avez dit dans votre reportage, les oppositions sont énormes entre les groupes rebelles, ils s'entre-déchirent. Donc la seule solution pour vous, Fabrice Balange, c'est que la rébellion dépose les armes. Elle déposera pas les armes, mais si elle est privée d'un soutien financier et logistique, elle sera obligée, je dirais, soit de négocier avec le régime, ça s'est déjà fait dans beaucoup d'endroits où il y a eu des négociations, soit de quitter le pays. Et de toute façon, en Syrie, il n'y aura pas de négociation. Il y aura un vainqueur, il y aura un vaincu. Est-ce qu'une internationalisation du conflit est souhaitable et imaginable ? On a une contagion régionale du conflit, on le voit bien au Liban, avec les attentats qui sautent dans la banlieue sud chiite, c'est directement lié au conflit syrien. En Irak également, le fait que l'État islamique soit à cheval sur l'Irak et la Syrie et un objectif de déstabiliser aussi le régime de Nouri al-Maliki, c'est très clair qu'on a une internationalisation du conflit. Et une intervention de troupes étrangères, est-ce que c'est encore imaginable après ce qu'on a vécu l'an dernier entre la Russie et les États-Unis ? Non, je ne pense pas, parce que de toute façon, les États-Unis, même en septembre dernier, n'avaient pas l'intention de venir en Syrie. C'était trop risqué. Ils se désengagent d'Irak, d'Afghanistan. C'est pas pour mettre le doigt dans un nouvel engrenage au Moyen-Orient. Pour stabiliser la Syrie, il faudrait installer 200 000 hommes pendant 10 ans, comme en Irak. Je pense que personne aujourd'hui n'a pas une solution. Fabrice Balange, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et nous sommes le vendredi 7 mars. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Malgré la trêve annoncée par le djihad islamique, les tirs sur Israël se sont poursuivis ces dernières heures. 14 roquettes tirées sur le sud de l'État hébreu depuis l'annonce du cessez-le-feu. L'aviation israélienne a riposté cette nuit en visant plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza. John Kerry semble perdre patience face à Benjamin Netanyahou. Pour arriver à la paix, Israël doit abandonner sa demande de reconnaissance en tant qu'État juif. C'est devant le Congrès américain que le secrétaire d'État a critiqué cette exigence israélienne qu'il juge inutile et contre-productive. À 2 jours du référendum en Crimée, la tension se serre d'un cran en réunion de la dernière chance à Londres entre John Kerry, qui est arrivé dans la capitale britannique il y a quelques minutes pour rencontrer Sergueï Lavrov. Cette nuit, l'ONU se réunissait en urgence alors que dans l'est de l'Ukraine, de nouvelles manifestations ont fait un mort. Et on parle musique. À présent, quel lien entre Myriam Makeba, John Coltrane ou encore Bob Marley ? Eh bien, ils seront tous représentés, parmi d'autres, à partir de mardi à Paris, à la Cité de la Musique. Il s'agit de Great Black Music, une exposition interactive qui propose une immersion dans le monde de la musique noire. Betsabe Salem. Paris, Cité de la Musique, Great Black Music est une exposition interactive qui promet d'embarquer le visiteur dans le monde de la musique noire. Sous toutes les formes, du reggae jusqu'à la techno, une immersion sonore et visuelle. On a souhaité faire une exposition entièrement immersive, sonore et visuelle. Donc on équipe le visiteur d'une tablette tactile, donc on a appelé un Smart Guide, et il va pouvoir cheminer dans 6 chapitres qui vont lui raconter à travers l'histoire, la géographie et la musique l'aventure incroyable, cette aventure artistique
que sont les musiques noires. Le port du casque est fortement conseillé pour cette traversée où sont proposés près de 11 heures de documents sonores, un répertoire de toutes les grandes figures et tous les grands courants de la musique noire. Une musique vous plaît, vous pouvez la mémoriser et vous préparer une playlist à réécouter chez vous. Une place est bien sûr consacrée à l'histoire, rare concession de l'exposition à l'écrit qui met en relation faits historiques et inventions musicales. C'est une façon aussi de rendre hommage à une histoire. Il y a derrière ça 400 ans d'esclavage, entre 30 et 100 millions de personnes qui ont été déportées, tuées lors de l'esclavage et qui ont porté cette aventure extraordinaire, cette aventure artistique. On leur rend hommage et en même temps aujourd'hui ça appartient à tout le monde. Puis c'est la plongée dans le monde des Amériques noires. Là encore, des projections retracent l'aventure du jazz, du blues et d'autres musiques du XXe siècle, cubaines, brésiliennes et même colombiennes. Dans Global Mix, bouquet final de l'exposition, la musique noire devient planétaire. Reggae, hip-hop et dance-floor africain qui sont mis en avant dans cet espace où trône une table de commande rétro-futuriste comme issue d'une navette spatiale des années 70. Autour, dans 3 cabines, il n'y a plus qu'à se mettre dans la peau du personnage. Voilà, et on continue de parler de musique, de rap. Ça se passe au Sénégal et on mélange le rap et l'actualité. C'est ça, Laura Duhamel ? Et oui, car figurez-vous qu'au Sénégal, c'est en rappant qu'on présente le journal. Cette initiative est signée Rouman et Keyti, 2 jeunes stars du hip-hop qui ont décidé de se transformer en journalistes. Leur but est très simple, ils veulent sensibiliser les jeunes à l'actualité. Et le temps d'un rap, Barbara, eh bien, ces 2 rapos journalistes passent en revue toute l'actualité, qu'elle soit sociale, culturelle, nationale ou encore internationale. Ce JR, entendez donc journal rappé, est présenté en Wolof par Keyti et en français par Rouman sur la chaîne privée de STV depuis avril dernier. Et c'est un véritable succès populaire car chaque vendredi, eh bien, ce sont plusieurs milliers de téléspectateurs qui regardent ce programme. Et je vous propose justement d'écouter un extrait de ce journal pas tout à fait comme les autres. Microphone check, 1, 2. Salam alaikum. Bonjour. Ok. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Le Sénégalais veut du boulot, la baisse du coût de la vie, il veut du courant, il veut de l'eau. 5000 chômeurs vont ainsi devenir des fonctionnaires. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour ne rien faire. Autre sujet d'actualité, c'est la crise malienne. Désormais la guerre est sale, c'est la guérilla urbaine. Moi, petit Tombouctou Gao sont des repères. Ah, c'est génial. Oui. Alors en fait, c'est un journal qui date de septembre 2012. Mais alors, faute de trouver une chaîne pour lancer leur journal, Rouman et Keyti se sont d'abord servis d'Internet comme plateforme et ça a tellement bien fonctionné que, selon la légende, eh bien, le soir même de STV les appelait pour signer un contrat, ce qu'ils ont accepté bien évidemment, mais en refusant toute exclusivité afin de conserver toute leur liberté d'expression. Alors aujourd'hui, même s'ils sont en mal de financement, ce journal rappé est toujours aussi populaire et il est maintenant présenté par plusieurs présentateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, même les invités doivent savoir rapper. C'est vrai, ils doivent répondre en rappant. Eh oui. Pas facile. Je ne sais pas si on fera ça chez nous. Ce qui est intéressant, en tout cas, Laura, c'est que cette émission est devenue une vraie plateforme de contestation politique, comme le rap, en fait, qui a toujours été politique. Évidemment, alors que ce soit le parti de l'ex-président Wade, le chômage, la polémique autour de la fermeture des écoles coraniques au Sénégal, le coût de la vie ou encore la crise malienne, rien n'échappe à ce duo de choc. Leur recette est efficace, une information, un couplet cinglant, une photo, mais évidemment, vous en doutez, ils ont tout de même une petite préférence pour les sujets dont les autres médias ne parlent jamais, comme par exemple la corruption de leurs dirigeants qui leur a inspiré ce joli rap que je ne vais pas vous faire, mais que je vais tout de même vous lire. Le Sénégalais se plaint que le pays est mal en point, mais son président va bien, il a même pris de l'embonpoint. Si la croissance du pays se mesurait par son tour de taille, on serait tous fiers de servir le Sénégal. Alors, ce mélange de journalisme et de rap, ça fonctionne bien. En tout cas, moi, ça me plaît comme idée, mais c'est une idée qui a fait du bruit, qui en a inspiré d'autres. Oui, alors en fait, c'est pas une initiative isolée. On connaît déjà le lien, vous l'avez dit, entre rap et contestation sociale. C'est d'ailleurs le groupe Public Enemy qui est formé à New York en 1982 qui symbolise encore aujourd'hui cette politisation du rap et du hip-hop. Public Enemy relayait à l'époque les difficultés de la communauté afro-américaine à travers leurs paroles politiquement
controversée. Par contre, la réunion de journalistes et de rappeurs, ça c'est un phénomène beaucoup plus récent et assez particulier. Alors vous le disiez, il existe des précédents. On se souvient surtout au Sénégal du collectif Y'en a marre. Y'en a marre, c'est un collectif justement fait de rappeurs et de journalistes qui a entraîné un véritable engouement populaire. Alors Y'en a marre, c'est quoi? Ça commence quand et pourquoi? Alors Y'en a marre prend son essor en 2012. 2012, c'est l'année de l'élection présidentielle après 11 ans sous le mandat d'Abdoulaye Wade. Wade qui brigue alors un 3e mandat et qui veut modifier en ce sens la Constitution. Alors finalement, le projet de réforme de la Constitution est abandonné, mais tout cela provoque au Sénégal une forte agitation politique. Des milliers de jeunes rejoignent le collectif Y'en a marre et descendent dans les rues de Dakar au cri de « Wade dégage ». Y'en a marre se positionne alors en véritable vigile de la démocratie. Ils organisent des rassemblements populaires où ils mêlent rap et meetings politiques. Et depuis, ils appellent toujours régulièrement les Sénégalais à s'inscrire sur les listes électorales. Écoutez leur interview. Les politiques ont tout fait pour que les populations vomissent la politique, qui les arrange. Étant donné que les populations ne s'intéressent pas à la politique, je vais faire de la politique tout ce que je veux avec la politique. Je vais corrompre, je vais mentir, je vais manipuler les gens. Y'en a marre veut rompre avec ça. Il faut replacer les citoyens sénégalais au cœur du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les autorités cessent de faire diriger en futilité des priorités. Dakar, une belle pancarte publicitaire avec ses autoroutes, etc., au moment où le vrai peuple trinque encore et n'arrive pas à manger le soir. C'est-à-dire donc faire en sorte que les préoccupations et les besoins des Sénégalais soient érigés en rang de priorité. C'est ça le combat de Y'en a marre. Alors, Y'en a marre ou encore le JT en rap, ça a récolté un succès. Est-ce que le public a suivi? Oui, le public suit toujours. D'ailleurs, je vous le disais, c'est plusieurs milliers de téléspectateurs qui suivent le journal rappé. Y'en a marre a pris son essor en 2012, mais il existe encore aujourd'hui et continue leur combat. Beaucoup de Sénégalais se sont d'ailleurs inscrits depuis sur les listes électorales, donc ils ont eu un vrai succès concret sur le terrain. Ce qui est assez intéressant et assez drôle, finalement, c'est que Canal+ a lancé depuis septembre un journal rappé dans le Before. Et il faut donc avouer qu'ils n'étaient pas les premiers. Ils se sont inspirés de ce qui se passe au Sénégal. Je pense. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Laura, à suivre dans le Morning, on se plonge dans l'industrie de Grumpy Cat. Vous savez qui c'est Grumpy Cat? C'est ce chat qui est devenu star d'Internet. Eh bien, il vaut désormais $1 million, produits, dérivés et autres. Tous les détails après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning et on poursuit par l'actualité sur Internet. C'est tous les jours et c'est avec Rudy Saada. Bonjour. Alors tout d'abord, ce matin, Tsahal qui se dote d'un nouveau moyen de communication. Oui, alors on sait depuis notamment l'opération Pilier de défense, c'était en novembre 2012, l'armée israélienne a développé une stratégie de communication très complète sur les réseaux sociaux et à chaque regain de tension sont non seulement des vidéos expliquant leurs actions, mais aussi des infographies créées dans le but d'être partagées sur Internet. Alors je vous le disais hier, on en a l'habitude, dès les premières ripostes, la machine de communication se met en route avec notamment une vidéo qui expliquait avec des points et des sons ce que vivaient les habitants du sud d'Israël. Alors on connaissait en plusieurs langues le compte Twitter, la chaîne YouTube, voilà on voit cette vidéo, on connaissait donc le compte Twitter, la chaîne YouTube et la page Facebook et même le compte Instagram de Tsahal et ce donc en plusieurs langues. Et la nouveauté c'est que pour diffuser la vidéo que vous êtes en train de voir, l'armée israélienne a utilisé ce qui n'est pas un réseau social mais plutôt un simple service de messagerie instantanée, le fameux WhatsApp. Ça marche comment alors? Ils envoient des messages à qui, Tsahal? Alors, c'est de téléphone à téléphone. Il s'agit de se positionner en fait finalement sur l'application star de ces dernières semaines suite à son rachat par Facebook justement à $19 milliards et aussi donc de créer une sorte de viralité nouvelle d'utilisateur à utilisateur. Alors côté efficacité, on peut en douter parce qu'en passant de téléphone en téléphone, on ne peut finalement convaincre que des convaincus. C'est très difficile de tomber sur... Donc je vais recevoir un message par quelqu'un qui me connaît
que je vais renvoyer à quelqu'un d'autre que je connais, Absolument. etc. Et ça a été lancé en fait par la communication de l'armée israélienne pour que les gens concernés le partagent avec leurs amis, mais et donc non plus via Facebook, mais via WhatsApp, ce qui est finalement une première. Alors c'est pas extrêmement efficace, car si on additionne en toutes les langues, la vidéo a fait un peu plus de 10 000 vues en 2 jours, ce qui n'est pas énorme. C'est beaucoup moins que sur un réseau social pour une vidéo de la Oui, sorte. ça existe sur YouTube, ça existe sur la page Facebook, mais là ça a été renforcé par WhatsApp, donc il n'y a pas encore d'effet WhatsApp, mais c'est une première. Voilà, Tzahal qui essaye d'innover en matière de communication. On parle maintenant du coup de gueule de Mark Zuckerberg. Il est énervé sur qui, Zuckerberg? Sur Barack Obama. Oui, et c'est le site du Figaro qui nous fait part de ce post, cette déclaration en ligne faite par Mark Zuckerberg lui-même au président américain. Alors dans ce post, jamais il ne cite le nom de Barack Obama, mais il fustige la politique du gouvernement américain en matière de sécurité sur Internet, et il parle de véritables menaces pour les Américains suite aux multiples scandales, notamment de la NSA. Zuckerberg pense que c'est le rôle du gouvernement américain de rassurer ses citoyens pour ne pas créer de méfiance et donc ne pas freiner le développement d'Internet. Il se fait ainsi le porte-parole des internautes, et je cite, quand il dit: quand nos ingénieurs travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité, nous pensons protéger contre des criminels, mais pas contre notre propre gouvernement. Alors les réactions sur Internet, elles ont été très positives et immédiates, plus de 100 000 likes, plus de 15 000 partages de ce message. Il est sincère, vous pensez, dans sa démarche? Alors, cet appel à l'ouverture plaît beaucoup, donc je vous le disais, aux internautes, mais on ne peut pas pour autant dire que Facebook, qui depuis 10 ans collecte des informations personnelles et donc les utilise à des fins publicitaires, soit le mieux placé pour donner des leçons de transparence. Mais par contre, il y a un vrai enjeu économique derrière, c'est qu'un Internet plus ouvert permet donc de développer un peu plus Facebook. Et regardez, ça c'est la photo de journal, vous savez, on a une photo de journal sur Facebook, et ça c'est la photo de Mark Zuckerberg en ce moment même. L'idée donc est de dire qu'il voudrait un monde ultra connecté pour finalement développer Facebook encore plus haut. Voilà pour le coup de gueule de Zuckerberg. On parle maintenant de notre chouchou absolu. C'est votre préféré. Ça commence à devenir le mien aussi. Le vôtre aussi, voilà, quand même. C'est ce que vous tentez de faire depuis plusieurs mois. Mais cela dit, on parle évidemment de Grumpy Cat. Bah oui. Oui, alors vous me prenez pour un illuminé tous les matins quand je vous en parle, enfin presque tous les matins, quand je vous parle de chats sur Internet. Mais là, c'est le très sérieux quotidien Le Monde qui publie une enquête on ne peut plus sérieux sur Grumpy Cat, le chat dont la valeur est estimée, on nous dit, à $1 million par le New York Magazine. Alors on y apprend que Grumpy Cat, donc ce chat grincheux, son vrai nom c'est Tardar Sauce. Il a été connu par hasard après sa première apparition sur un site américain, sur Reddit en 2012. Alors c'est une femelle, elle a seulement 2 ans, et elle, suite à son succès sur Internet, c'est une véritable entreprise, la Grumpy Company, qui s'est construite autour de ce chat grincheux. Alors l'heureuse propriétaire, c'est Tabata Butsen, on la voit ici avec cette photo du Monde. Elle est aidée par son frère Brian, et donc il préside la Grumpy. Ce sont les Américains, ça se passe aux États-Unis? Oui, ça se passe aux États-Unis. Alors 2 mois après le premier buzz sur Internet, ils ont pris contact et ont été aussi contactés par Ben Lachis, c'est lui, voilà, et il s'était occupé de plusieurs chats sur le web et avait développé leur business. C'est un agent de chat sur Internet. C'est un agent de chat. Alors il s'était occupé de plusieurs chats et donc avait créé un véritable business autour, et donc ils se sont contactés, et depuis Grumpy a signé de nombreux contrats. Il est l'égérie de la marque Friskies et il intrigue les professionnels du net. Alors si vous ne croyez pas, regardez cette vidéo. C'était à Austin au Texas lors d'une conférence consacrée au business des chats, et vous allez voir, ça fait penser à l'apparition d'une pop star à un balcon, ou sinon d'un prince ou d'une princesse. Regardez. Bon, il nous manque le son dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça fait effet pop star ou le roi qui vient saluer. Absolument, et les gens se prennent en photo avec Grumpy Cat, c'est assez impressionnant. Alors, la suite des événements pour Grumpy Cat, il a déjà écrit un livre qui a été un best-seller. Évidemment, il ne l'a pas écrit, mais ses propriétaires disent que c'est bien écrit de ses pattes. Et donc, il y a le numéro 2 qui va sortir, et on apprend dans l'article que la propriétaire rêve d'un parc d'attractions sur le thème de Grumpy Cat. On peut en rire tant qu'on veut, mais en tout cas, c'est un business à $1 million. C'est un business à $1 million, et voilà, c'est un vrai poids économique.
On termine avec encore un sujet animalier, Rudy ? Oui, alors donc vous savez, c'est le carnaval, c'est Pourim en Israël. Alors je suis resté dans le domaine animalier. Je vous ai conseillé quelques déguisements pour vos toutous. Donc vous avez on trouve ça sur internet. Vous avez le super-héros. On peut continuer avec la version chat du super-héros, c'est très très mignon. Et on va terminer la version gastronomique ou pas, puisque c'est tous les ingrédients d'un McDonald's. Oui, les pauvres absolument. Et alors ça a été la dernière image a été trouvée ce matin sur le Facebook de Bethsabée Salem. C'est vrai. Ça se passe à Tel Aviv, et ça se passe ce matin à Tel Aviv. Donc même les chiens sont déguisés pour en Lyon pour les festivités de Pourim ce week-end. C'est mignon. Merci beaucoup, Rudy. Restez avec nous. Nous sommes le vendredi 7 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Malgré la trêve annoncée par le djihad islamique, les tirs sur Israël se sont poursuivis ces dernières heures. 14 roquettes tirées sur le sud de l'État hébreu depuis l'annonce du cessez-le-feu. L'aviation israélienne a riposté cette nuit en visant plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza. John Kerry, lui, semble perdre patience face à Benjamin Netanyahou. Pour arriver à la paix, Israël doit abandonner sa demande de reconnaissance en tant qu'État juif. C'est devant le Congrès américain que le secrétaire d'État a critiqué cette exigence israélienne qu'il juge inutile et contre-productive. À 2 jours du référendum en Crimée, la tension se serre d'un cran. Réunion de la dernière chance à Londres. John Kerry est arrivé il y a quelques instants dans la capitale britannique pour rencontrer Sergueï Lavrov. Cette nuit, l'ONU se réunissait en urgence alors que dans l'est de l'Ukraine, de nouvelles manifestations ont fait au moins un mort. Et comme tous les vendredis, on parle culture avec vous, Marie Chek. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, 2 expos à l'honneur aujourd'hui. Elles sont quelque part à l'opposé l'une de l'autre, mais beaucoup de points communs. Oui, tout à fait. C'est pas tellement pourri, mais il n'y a pas tellement de couleurs. C'est plutôt des couleurs beige, je dirais. Et la première, c'est une exposition qui a ouvert la semaine dernière de 12 masques de l'époque néolithique trouvés dans les montagnes de Judée. Très rare de trouver un... Voilà, nous voyons ici les masques à figure humaine. Ce qui reste, c'est les trous et des expressions très fortes de la bouche. Et elles ont souvent des trous autour. C'est parce qu'elles étaient accrochées sur des piliers et elles avaient pour but de protéger la fertilité, le mort. Donc elles avaient toujours... Contre le mauvais œil, quoi. Oui, plus ou moins. C'était des objets de rite et c'est un sujet de 10 ans de recherche qui a été fait et trouver tout ce lot, c'est vraiment... 10 ans de fouilles archéologiques. Tout à fait, et de les trouver comme ça ensemble, c'est un vrai miracle. Ça a été retrouvé en une pièce ou ça a été restauré ? Ça a été dans le même endroit, ça a été trouvé dans le même endroit, c'est un peu comme les grottes de Qumran, les manuscrits. Donc c'est un vrai mais les masques étaient restés entiers ? Oui, tout à fait, presque tous. Sinon, on le voit, mais presque tous. Là, par exemple, ils ont dû un peu les restaurer, mais oui, c'est assez miraculeux. Et ce que j'aime, c'est le côté moderniste de la chose, parce que si vous saviez combien d'artistes aujourd'hui essayent de montrer l'expression humaine avec un minimum de traces. Et là, ils ont tout compris. C'est-à-dire que je redis et je dis toujours qu'on n'a rien inventé. On est vraiment le résultat de la civilisation. 9000 ans. 9000 ans en arrière. L'époque néolithique se passe quand on est dans le même style, dans le même genre de l'époque celtique. Et il s'agit du début de la nouvelle technologie humaine parce qu'on commence à utiliser aussi des objets en fer. Et donc les objets en fer deviennent widespread un peu partout dans le monde, et là c'est une nouvelle étape de notre civilisation. Ça, c'est taillé dans la pierre, en revanche. Ça, c'est dans la pierre, tout à fait. Et donc, si je pouvais seulement un jour vous montrer ces masques et vous montrer les sculptures qu'on fait aujourd'hui, vous verrez qu'ils ont vraiment imprimé beaucoup de l'art à travers les décennies. Et j'ai voulu absolument montrer une sorte de connotation de ce que nos ancêtres ont fait par rapport à ce qu'aujourd'hui notre prochaine exposition dont je vais en parler. Dans quelques instants. Voilà. Marie, mais quelle place a aujourd'hui sur le marché de l'art ces trouvailles archéologiques ? Énorme, parce que c'est une région qui a
beaucoup d'archéologie. On n'arrête pas de chercher. Ça se vend ou c'est conservé dans les musées? C'est dans les musées, dans les recherches, dans des sites archéologiques. Tout à fait. Je ne crois pas. Il n'y a pas qui va acheter. Il n'y a pas de prix. C'est pas même la Mona Lisa n'a pas de prix. Je veux dire, depuis pas très longtemps, il y a des prix aux choses. Les choses se préservent. C'est la culture, c'est la civilisation, c'est le développement. Et est-ce qu'on sait si à l'époque, il y a 9000 ans, c'est déjà considéré comme de l'art, si le concept d'art existait? Franchement, je ne suis pas une grande connaisseuse de l'époque, mais je dirais que je ne crois pas, parce que c'était des objets de rite. Aujourd'hui, on a le mauvais œil, on a toutes sortes, on a changé nos rêves et nos protections. Je ne crois pas du tout qu'à l'époque, c'était la Mona Lisa de l'époque. Mais pour nous, aujourd'hui, après autant d'années, c'est vraiment un petit miracle. Je conseille d'aller la voir au musée d'Israël. Et vraiment, c'est le musée qui héberge tous les rêves des chercheurs, quoi. Voilà, au musée d'Israël pour tous les amateurs. Et on passe à la deuxième expo du jour. Ça se passe à la galerie Rezi Cohen à Tel Aviv, avec une recherche aussi de faire quelque chose. C'est même pas une recherche, c'est une découverte. J'ai ouvert la porte à 10h du matin, je suis rentrée, j'ai découvert un monde entier. Et c'est un artiste qui est assez jeune et qui... Il s'appelle comment? Il s'appelle Shai Id Aloni. Déjà, son nom est spécial. Et là, vous les voyez, ils n'ont pas l'air très grands, mais ils sont énormes. On rentre dans un espace. Voilà, vous voyez, c'est l'artiste lui-même. Et à droite. Et c'est vraiment... C'est les titans. D'accord. Et ils carvent le bois. Et souvent, les sculptures sont peintes. Et on a l'impression de rentrer dans une communauté des néolithes, en fait. C'est pour ça que j'ai pensé les mettre un en face de l'autre. C'est un mélange de bois, d'humains, d'aliens, d'E.T. C'est toute une communauté qu'il a créée. Et il vous entoure. Vous rentrez dans cet espace. Vous avez l'impression d'avoir sauté un millénaire. Et c'est très fort, c'est très viril, c'est une hybride en fait. On peut pas dire vraiment un homme, une femme. Il a comme si qu'il a créé une communauté, une nouvelle communauté dans les rues de Tel Aviv, je dirais. Et assis, debout, ils sont un peu menacés, ils sont un peu menaçants, ils sont un peu révoltés. Et c'est un peu effrayant. C'est aussi effrayant, tout à fait. Mais quand ils sont ensemble, c'est en même temps effrayant, mais en même temps ils vous protègent. Et ce qui est marrant, c'est que les masques qu'on a vus avant, leur objet est de préserver. Et là, il fait tout pour rendre ces sculptures qui n'ont pas été faites pour le protéger. Son rêve, c'est qu'on pense qu'elle protège. C'est-à-dire que c'est ça le point en commun, je pense, entre ce qu'on a montré avant et aujourd'hui. Et les artistes d'aujourd'hui essayent de créer une raison d'être de leur création. Et il dit qu'aujourd'hui, tout ce qui est objet pour protéger sont des objets, en fait. Et lui, il veut rendre cet objet comme objet de rite. Donc peut-être qu'il veut dire qu'il nous manque un peu ce côté communautaire, rituel, sacré, où on s'écoute, où on est ensemble. Je pense que c'est un peu le message de cet artiste que je suis depuis quelques années et qui m'impressionne par le toucher, la matière. Le bois devient chez lui vraiment du tissu presque. Et on rentre dans l'âme et de la couleur et de la forme et de la force. Est-ce que ça nous apprend aussi que finalement, vous l'avez évoqué, dans l'art, tout a déjà été fait, il n'y a plus rien à inventer aujourd'hui? Est-ce que c'est un vrai souci pour les artistes aujourd'hui? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses dont les gens disent « mais qu'est-ce que c'est ?» Mais qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'eux aussi se cassent la tête. Tout a été fait, toute la peinture a été faite. Et oui, on est dans la recherche. Et oui, on est dans l'embarras. Et oui, on est dans le balagan. Mais oui, on a des surprises. Et c'est ça qui est beau dans l'art contemporain aussi. Voilà, et dans l'art ancien. Et la rencontre. Je suis toujours pour les rencontres. Que vous nous faites découvrir les rencontres et les surprises tous les vendredis. Merci beaucoup Marie Chek d'avoir été avec nous. Merci à Rudy. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À lundi. Portez-vous bien.